Ma meilleure amie est tombée enceinte de mon mari. Ils sont tous les deux arrivés chez moi pour me forcer à divorcer. J'ai sorti une simple feuille de papier. Il s'est effondré sur le champ. Ce morceau de papier était resté au fond de mon sac fourre-tout pendant 3 longues années. Je n'avais jamais pensé que ce serait le jour où j'aurais réellement à le sortir. Lorsque la sonnette a retenti, j'étais sur le balcon en train de tailler ma rose aux nuits d'encre. C'était un après-midi de fin juin typique à Paris, le genre de chaleur étouffante et stagnante qui rend difficile d'étendre ses poumons. Dans les rues bordées d'arbres de Montmartre, les cigales gonflaient en un mur sonore assourdissant et rythmé, comme si elles prédisaient que quelque chose de profondément anormal était sur le point de se produire. Au moment où j'ai ouvert la porte, je l'ai vue. Elle était jeune, vêtue d'une robe d'été fluide, fleurie, rose poudrée. Son ventre était haut et serré, ressemblant à un ballon trop gonflé sur le point d'éclater. Il y avait de faibles ombres violettes sous ses cils inférieurs. Et bien que ses lèvres tremblaient nerveusement, elle a forcé son menton à prendre un angle de défi net et exercé. « Je porte le bébé de votre mari », a-t-elle dit. « Si vous avez encore de la dignité, vous signerez les papiers du divorce et vous vous effacerez. » Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé. Ses pupilles ont vacillé, clairement déroutées par mon immobilité. En vérité, mon cœur battait contre mes côtes si violemment que j'entendais mon pouls dans mes tympans, et le sang m'était monté droit à la tête. Mais ma main droite s'était déjà glissée dans la poche latérale de mon sac fourre-tout en cuir, mes doigts effleurant le bord net d'une seule feuille de papier pliée. Ce papier était une lame que j'avais aiguisée 3 ans plus tôt, lorsque j'avais épousé Julien Moreau par un après-midi d'automne frais en Nouvelle-Angleterre. Le consensus général parmi nos connaissances mutuelles était que j'avais décroché le gros lot. Il était l'un des architectes résidentiels les plus recherchés de la ville. Poli, discret, impeccablement éduqué à l'École nationale supérieure des arts décoratifs et dirigeant déjà son propre cabinet de design haut de gamme dans le Marais avant ses 32 ans. Et moi, j'étais juste une professeure de littérature en première année de lycée, standard. Mes parents tenaient une petite quincaillerie indépendante à Saint-Malo, en Bretagne. À ses côtés lors des vernissages, je me sentais toujours comme un accessoire emprunté à une catégorie sociale entièrement différente. Mais la romance, comme on dit, ne se soucie jamais de vérifier un dossier de crédit ou un fonds familial. Nous nous étions rencontrés lors d'une pendaison de crémaillère chez un ami commun dans le quartier latin. Il était arrivé en retard, drapé dans un pardessus anthracite sur mesure, apportant une brusque rafale d'air de fin novembre dans l'appartement étouffant qui avait attrapé le coin d'une serviette de cocktail en papier posée près de mon verre de vin. « Désolé pour ça », avait-il dit, rattrapant la serviette, sa voix se posant à ce registre grave parfait, comme de tenir les 2 mains autour d'une tasse en céramique chaude par une nuit glaciale. Plus tard, il m'a dit qu'il n'avait retenu aucun détail de l'appartement ce soir-là. Il n'avait seulement retenu la façon dont mes yeux se plissaient quand je riais. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois et nous nous sommes mariés avec une grâce sans effort et sans friction. Le mariage n'était pas un spectacle, juste 60 de nos amis et de notre famille les plus proches dans une serre historique. Je me tenais à ses côtés dans une simple robe en soie, souriant si largement que ma mâchoire me faisait mal. Ma mère, Martine, était assise au 2e rang, s'épongeant les yeux avec un mouchoir déchiré, tandis que mon père lui tapotait l'épaule en murmurant « Arrête, Martine. Laisse la fille être heureuse. Elle a trouvé quelqu'un de bien. » À l'époque, je ne savais pas qu'un mariage est souvent comme un hôtel particulier de luxe. Une maçonnerie a coupé le souffle en façade, tandis que les cloisons intérieures pourrissent tranquillement sur un nid de clous cachés. Les 2 premières années furent vraiment bonnes. Le cabinet de Julien le retenait à sa table à dessin jusqu'à 20h la plupart des soirs, mais il mettait un point d'honneur à s'asseoir pour un dîner tardif avec moi. Nous vivions dans un loft ensoleillé de 2 étages sur la rue des Archives. Je remplissais les baies vitrées orientées au sud de plantes vivaces en pot. Il s'occupait parfois de l'arrosage, bien qu'il les arrosait systématiquement trop jusqu'à ce que 3 de mes hortensias préférées se noient dans leur propre soucoupe. Notre seule friction récurrente était centrée sur le concept de crèche. Pour notre premier anniversaire, sa mère, Éléonore, a commencé sa campagne. Elle ne l'a pas exigé directement. Éléonore était bien trop vieille France pour la vulgarité, mais lors des brunchs du dimanche au Ritz Paris, elle lâchait des frappes chirurgicales. Le partenaire de Julien vient de créer un fonds d'études pour son nouveau-né. J'ai traversé cette jolie école maternelle près de la rue Saint-Honoré hier. La liste d'attente est apparemment de 2 ans. Je souriais, prenais une lente gorgée de mon Earl Grey,
et laissait la tasse en porcelaine claquer contre la soucoupe. Julien faisait généralement écran pour moi. « Laisse tomber, maman, disait-il, posant une main chaude sur mon genou sous la nappe en lin. Nous profitons de notre temps. Mais l'année 1 a glissé vers l'année 2, et mon cycle est resté obstinément, ponctuellement régulier. Même ma propre mère commençait à s'agiter, me glissant secrètement la carte de visite d'une endocrinologue reproductive holistique à Neuilly-sur-Seine. Elle a fait des miracles pour la fille du pasteur, Maëva. Va juste faire vérifier tes niveaux. Je n'y suis pas allé parce qu'au fond, je savais déjà que la machine de mon côté n'était pas le problème. 6 mois après notre mariage, en cherchant un câble de charge de rechange dans le tiroir du bas du classeur du bureau de Julien à la maison, j'étais tombé sur un rapport de laboratoire imprimé de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Il appartenait à Julien. Le résumé diagnostique était tapé en Helvetica clair et froid, azoospermie non obstructive. Nombre total de spermatozoïdes viables, 0. Probabilité de conception naturelle, statistiquement nulle. Je n'avais pas halté. Je ne l'avais pas confronté. J'avais silencieusement replacé le dossier en carton à l'exact millimètre de poussière d'où je l'avais sorti, j'étais sorti de l'appartement et j'avais réservé un bilan de fertilité complet à l'hôpital européen Georges Pompidou pour le mardi suivant. Lorsque mes résultats sont revenus propres, le médecin traitant a souri et a dit « Vous avez la réserve ovarienne d'une femme de 25 ans, Madame Moreau. » Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans l'obscurité, écoutant le ronronnement de la climatisation centrale. Julien s'est retourné, son bras se drapant lourdement sur ma taille, son souffle chaud s'exhalant rythmiquement sur ma nuque. Fixant les ombres du plafond, je ne cessais de tourner le kaléidoscope de ses motivations. Pourquoi garder cela enfoui? Était-ce la fierté fragile d'un homme? Avait-il peur que je le voie comme un modèle défectueux? J'ai choisi de ne pas l'interroger. Au lieu de cela, le lendemain, je suis allé au service des archives de l'hôpital, j'ai tiré une copie en double de son analyse de laboratoire, je l'ai mise dans une pochette en plastique et je l'ai glissée dans le compartiment intérieur caché de mon sac de travail quotidien. Ce morceau de papier était comme un bulbe dormant enfoui dans un sol gelé. Je ne savais pas quel genre de fleurs grotesques il allait faire pousser, mais je savais qu'il était vivant. Le temps a passé. Pour l'observateur extérieur, Julien et moi étions le portrait d'une domesticité urbaine florissante. Mais je sentais le changement microscopique dans les plaques tectoniques entre nous. De temps en temps, me surprenant à lire sur le canapé, son regard s'attardait sur mon profil avec une émotion que je ne pouvais pas entièrement décoder. Était-ce de la culpabilité, de l'anxiété ou un ressentiment silencieux et préventif? Nous étions devenus 2 acteurs de théâtre de classe mondiale partageant une scène, chacun interprétant un soliloque complexe que l'autre prétendait ne pas entendre. Le public Éléonore, mes parents, notre cercle de dîner où nous offrait des ovations pour une comédie romantique émouvante. Complètement ignorant de la trappe construite dans le plancher. À la 3e année, les allusions d'Éléonore se sont transformées en assignations directes. Lors de la préparation du dîner de Thanksgiving, elle a posé son couteau à découper, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Mathilde, chérie, 33 ans, ce n'est pas 23 ans. S'il y a un blocage physiologique de ta part, la science moderne peut le contourner. Mais la fierté te laissera dans une maison vide. » J'ai gardé ma voix égale en essuyant l'îlot de marbre. Nous laissons la nature suivre son cours, Éléonore. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Julien assis au coin petit déjeuner. Sa tête était baissée sur son iPad, ses doigts serrant le bord de sa tasse de café si fort que ses phalanges étaient devenues de la couleur du lait écrémé. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que la substance la plus létale dans un mariage n'est pas l'infidélité ou les scènes de ménage. C'est l'asymétrie. C'est une personne assise sur une vérité massive qui bouleverse la vie, regardant son partenaire prendre le blâme pour les retombées, et décidant que la chaleur de son propre ego vaut plus que la santé mentale de son partenaire. Je croyais sincèrement que c'était notre plafond, que nous existerions simplement comme un couple sans enfants liés par un pacte mutuel tacite de lâcheté polie jusqu'à ce que nous vieillissions. Puis Thalie Duval est apparue et a balancé une boule de démolition à travers mon salon de verre soigneusement organisé. Julien était supposément à Lyon pour un pitch de design commercial à enjeux élevés. Il avait préparé son sac de vêtements, m'avait embrassé le front et avait promis d'être de retour jeudi soir. La sonnette a sonné 3 fois, net, staccato, refusant d'être ignorée. J'ai posé mon arrosoir en laiton et j'ai traversé les larges planches de chêne blanc. Quand j'ai tiré la lourde porte vers l'intérieur, un mur de chaleur humide du Midwest m'a frappé le visage,
portant le parfum écœurant et trop sucré des gardénias en fleurs des voisins. L'éblouissement de l'après-midi était aveuglant. J'ai dû plisser les yeux pendant plusieurs secondes avant que la silhouette sur mon paillasson ne se résolve en un être humain. Elle semblait avoir environ 24 ans. Ses cheveux étaient décolorés, un platine vif, les 3 derniers centimètres teints en un vert sauge pastel délavé. Son maquillage était méticuleusement appliqué pour un mardi après-midi aux peaux rosées, sourcils brossés, gloss à lèvres corail, mais c'est la masse de son ventre qui a accaparé l'attention. Elle semblait enceinte d'au moins 7 mois. Elle se tenait là, relevant le menton pour croiser mon regard. Son expression était un cocktail désordonné de bravade adolescente, d'insécurité profonde et de l'adrénaline maniaque de quelqu'un qui avait répété ce monologue dans son rétroviseur pendant 40 minutes. « Vous êtes Mathilde ?» a-t-elle demandé. Sa voix était étonnamment haute, presque musicale. « Mathilde Calistet, qui demande ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle baissa les yeux sur son propre ventre, sa main manucurée descendant pour effectuer un balayage lent et protecteur sur le tissu serré de sa robe, un drapeau territorial planté dans mon entrée. Puis elle a relevé les yeux. « Je m'appelle Thalie. Je porte le bébé de Julien. » La phrase ne m'a pas frappé physiquement. Elle a enregistré comme un bug dans la simulation. Le bébé de Julien, l'homme dont les cellules de Sertoli ne produisent pas un seul gamète viable. J'ai appuyé mon épaule contre le montant de la porte et j'ai croisé les bras. Les pupilles brun foncé de Thalie se sont légèrement dilatées. Elle avait clairement anticipé des larmes, une porte qui claque, ou un cri hystérique de banlieue. Mon manque absolu d'énergie cinétique semblait jeter son script dans un état de tampon. « Vous portez son bébé ?» ai-je répété, ma voix plate. Elle a poussé son ventre d'1 pouce en avant. « Nous sommes ensemble depuis 18 mois. Il m'a dit qu'il allait demander le divorce. Ce n'est qu'une question de timing avec la restructuration de son cabinet, mais je ne peux plus attendre son calendrier fiscal. Cette petite fille arrive dans 8 semaines, et je refuse de mettre ma fille au monde alors que son père est encore légalement attaché à une colocataire. » C'était un discours remarquablement prononcé. Si je n'avais pas passé les 36 derniers mois à transporter un rapport de laboratoire de Pitié-Salpêtrière dans mon sac, je me serais probablement effondré sur le parquet. « Alors, vous êtes venu ici, » ai-je dit doucement, pour lui servir d'avis d'expulsion. « Je ne suis pas venu pour vous faire du mal, » a-t-elle dit, son ton tombant soudainement dans la cadence condescendante et douce d'une infirmière en soins palliatifs annonçant un diagnostic fatal. « Mathilde, écoutez, je sais que vous êtes une bonne personne. Julien m'a tout raconté. Vous êtes mariés depuis 3 ans et vous n'avez pas pu concevoir. Cela fait quelque chose à un couple. Cela brise les fondations. Il est resté avec vous par obligation. Mais ce que nous avons est réel. Laissez-le partir. C'est mieux pour la santé mentale de tout le monde. » Comme c'est exquisément moderne, ai-je pensé, encadrer la destruction d'un foyer comme un acte de bien-être communautaire. J'ai plongé la main dans la poche profonde de mon pantalon en lin, mes doigts se refermant sur mon iPhone, mon pouce faisant instinctivement glisser l'écran pour appuyer sur le bouton d'enregistrement rouge de l'application de mémos vocaux. « Julien sait-il que vous êtes sur mon porche en ce moment ?» ai-je demandé. Ses paupières ont papillonné, un micro-signe. « Oui, nous en avons discuté. Il a envoyé une femme enceinte de 7 mois faire son sale boulot pendant qu'il est à Lyon. Il a des réunions successives sur site, a-t-elle claqué, sa hauteur défensive augmentant. De plus, certaines choses sont mieux gérées de femme à femme. De femme à femme, comme si nous réglions une ligne de propriété contestée sur une haie partagée. » J'ai reculé, ouvrant grand la porte. « Entrez, Thalie. L'indice de chaleur est de 34 degrés là-dehors. Je détesterais que vous vous évanouissiez sur mon béton. » Elle cligna des yeux, réellement désorientée par l'hospitalité, ses yeux dardant sur mon visage pour chercher un piège caché, mais le poids de son 3e trimestre l'emporta. Elle a titubé devant moi dans le foyer, laissant derrière elle une traînée de parfums Sephora Cher, lourd de vanille. J'ai fermé la porte, coupant le bourdonnement frénétique des cigales de Montmartre, et les suivis dans le salon. Elle se tenait près du centre du tapis persan, faisant un lent balayage de l'espace comme un inventaire. Chaque objet de cette pièce avait été débattu autour d'un café. Le canapé West End bas, les croquis architecturaux encadrés de la Bibliothèque publique de Paris, les vases en céramique faits à la main que nous avions ramenés d'un voyage en Italie. Elle a choisi le fauteuil unique, si abaissant avec un lourd soupir de femme enceinte,
ajustant sa posture jusqu'à ce que son ventre soit fièrement au sommet de sa silhouette. « Vous n'allez vraiment pas crier ?» a-t-elle demandé, sa voix trahissant sa première véritable fissure d'incertitude. J'ai pris l'autre extrémité du canapé, repliant une jambe sous moi. Que je crie ou non, c'est mon affaire en ce moment. Je veux la chronologie. Dites-moi comment cela a commencé. Thalie a pris une longue inspiration tremblante et a commencé son récit. Elle était coordinatrice de conception junior envoyée par un cabinet partenaire il y a 18 mois pour aider le studio de Julien sur la rénovation d'un hôtel-boutique à la Villette. Julien l'avait mentorée. Il lui achetait des lattes au lait d'avoine glacé. Il se souvenait qu'elle avait une légère allergie aux fruits à noyaux. Il insistait pour la mettre dans des Uber quand le verglas frappait le centre-ville. Elle récitait les étapes comme une fille lisant des entrées d'un journal intime. Il m'a dit qu'il se sentait étouffé à la maison, a-t-elle murmuré, sa lèvre inférieure tremblant légèrement. Il a dit que quand il était avec moi, le monde redevenait coloré. Il m'a promis qu'une fois le projet d'hôtel terminé, il s'assierait avec son avocat. Elle faisait une pause après chaque grande étape, attendant que mon visage se tordait. Je ne lui ai rien donné. J'étais assise là comme un correcteur de bac lisant une dissertation standard de 5 paragraphes sur le Grand Maulne. Quand son histoire a finalement atteint sa fin, une seule larme s'est échappée de ses cils, traçant un chemin propre et brillant à travers son fond de teint avant de tomber sur son col rose. Mathilde, je sais que je suis la méchante dans votre tête, mais vous ne pouvez pas lutter contre la biologie. Mon bébé mérite un père à temps plein. En la regardant pleurer, je n'ai pas ressenti la moindre once de haine envers elle. J'ai ressenti un sentiment de vertige accablant, presque clinique. Elle jouait avec une sincérité si étonnante parce qu'elle croyait sincèrement sa propre réalité. Elle croyait être la vedette d'une vaste romance tragique. Elle croyait que l'homme à lion l'aimait. J'ai plongé la main dans mon sac posé sur le sol à côté de la table basse, j'ai sorti la pochette en plastique transparent contenant le dossier médical plié, j'ai fait glisser le papier et je l'ai posé à plat sur le bois de noyer entre nous. J'ai l'audio de votre histoire sauvegardé, ai-je dit, pointant mon téléphone. Maintenant, j'ai une question technique pour vous, Thalie. Êtes-vous certaine à 100% que l'enfant en vous appartient à Julien Moreau? Ses pupilles se sont contractées en minuscules petits points durs. Le rose résiduel a quitté ses joues si vite qu'elle a semblé entrer en état de choc. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, ai-je dit, tapotant le coin inférieur droit du document, qu'il y a 3 ans, avant que Julien et moi ne signions notre licence de mariage, il a subi une analyse complète du sperme à Pitié-Salpêtrière. Le diagnostic est azoospermie. Son nombre de spermatozoïdes viables est absolument nul. Il est médicalement incapable d'être le père d'un enfant sans extraction chirurgicale et FIV. Le visage de Thalie a pris la couleur de la craie mouillée. Sa mâchoire a travaillé silencieusement, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, ses phalanges sont devenues d'un blanc éclatant contre les accoudoirs rembourrés de mon fauteuil. « Vous vous inventez ça pour me tourmenter ?» a-t-elle murmuré, sa voix se brisant en grésillement. Le filigrane officiel embossé de l'hôpital est juste là, en haut, ai-je dit doucement. Le numéro d'identifiant national du praticien du médecin traitant est imprimé en bas. Vous avez un smartphone dans votre sac. Vous pouvez vérifier le docteur Arnaud Leroy sur le site de l'Ordre des médecins en ce moment même. Ce n'est pas une opinion, Thalie. C'est un résultat de laboratoire. Elle n'a pas tendu la main vers le papier. Elle l'a regardé comme s'il s'agissait d'un obus non explosé posé sur ma table basse. Sa poitrine a commencé à se soulever, le tissu rose poudré sur son ventre montant et descendant par des secousses irrégulières et peu profondes. Puis, avec une secousse soudaine et violente, elle s'est levée du fauteuil. L'élan l'a déséquilibrée. Sa hanche a heurté le coin de la table d'appoint, envoyant une pile de magazines d'architecture glisser sur le sol. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle s'est précipitée vers l'entrée principale, sa démarche maladroite et frénétique comme quelqu'un essayant de fuir un effondrement structurel. Je me suis levé à un rythme mesuré et délibéré, et je l'ai suivi. Elle avait tourné le lourd pêne dormant et la porte était légèrement ouverte. Une de ses baskets était sur le porche chaud en calcaire. L'autre était toujours posée sur mon tapis intérieur. Elle était figée sur le seuil, prise entre la chaleur étouffante de la rue et la réalité glaciale de mon foyer. Je me suis placé derrière elle, passant devant son épaule pour poser ma paume ouverte fermement contre le montant de la porte, la clouant sur place. « Attendez » ai-je dit. Elle a tourné la tête.
Ses yeux étaient grands, sauvages, reflétant une version de mon visage que je reconnaissais à peine, un visage entièrement dépourvu d'empathie, portant le fantôme faible et terrifiant d'un sourire. « Tali » ai-je dit, gardant ma voix suffisamment basse pour que le facteur traversant la rue n'entende pas la fréquence. « Avant de quitter ma propriété, vous devez savoir à qui appartient l'ADN qui grandit actuellement dans votre utérus. Parce que si vous essayez de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien afin d'obtenir un règlement immobilier, nous ne réglerons pas cela devant le tribunal des affaires familiales. Nous le réglerons à la division des crimes financiers de la police de Paris. » Son visage est devenu complètement vide, un tableau blanc effacé de toute émotion humaine, sauf la terreur préhistorique brute. Ses ongles se sont enfoncés dans le bois peint du chambranle de la porte. Dans les arbres, les cigales ont brusquement coupé leur bourdonnement collectif. La rue entière est tombée dans un silence mort, hermétique. Et dans ce silence, le seul son qui restait était le battement de mon propre cœur, régulier et métronomique. Elle se tenait là, tremblante, ses genoux nus s'entrechoquant, produisant un léger clic-clic contre le chambranle de la porte. Je pouvais littéralement voir les engrenages tourner derrière son front alors que son cerveau essayait désespérément de calculer un vecteur de survie. « Vous ne diriez rien à personne, balbutia-t-elle, sa voix dépouillée de sa musicalité. Vous seriez humilié. » J'ai retiré ma main du bois et j'ai fait un pas en arrière dans l'air frais du foyer. « Vous êtes libre de partir, Tali, mais la seconde où votre voiture s'éloignera de mon trottoir, je remettrai cet enregistrement à mon avocat. » Elle hésita sur le paillasson, son regard rebondissant frénétiquement entre le trottoir ensoleillé et chaud de l'extérieur et le sanctuaire frais et ombragé de mon salon. Finalement, ses yeux se posèrent sur la feuille de papier pliée toujours dans ma main. « Que voulez-vous, croissa-t-elle. Il ne s'agit pas de ce que je veux, ai-je dit, remettant le papier dans ma poche. Il s'agit de ce que vous voulez. Vous êtes venu ici pour réclamer un mari. Vous ne pouvez pas revendiquer un homme quand vous ne savez même pas qui est le père de votre bébé. C'est une fraude à la paternité de Manuel. C'est celui de Julien, cria-t-elle, sa voix rebondissant sur les hauts plafonds. Il me l'a dit lui-même. Elle serra les dents sur sa lèvre inférieure, mordant le reste de la phrase si fort qu'une goutte de sang rouge vif apparut sur sa peau. Il vous a dit quoi, ai-je demandé, penchant la tête. Qu'il est un miracle médical? Ou a-t-il simplement oublié de mentionner sa biologie? Elle fixa le parquet, sa poitrine se soulevant. L'ascenseur au bout du couloir a sonné son, digne, caractéristique. Quelqu'un montait à notre étage. Le son a agi comme un aiguillon physique. Tali a sursauté violemment, reculant du porche et se réfugiant profondément dans mon entrée pour se cacher de la vue du couloir. J'ai refermé la porte, verrouillant le pêne dormant. Rasseyez-vous, ai-je dit, désignant le salon. Nous allons terminer la chronologie. Elle n'a pas repris le fauteuil cette fois. Elle s'est laissée tomber à l'extrémité du canapé, ramenant ses genoux aussi haut que son troisième trimestre le permettait, enlaçant étroitement ses bras autour de son ventre comme un animal acculé protégeant son flanc le plus vulnérable. J'ai pris mon téléphone sur la table. L'écran était toujours allumé. Le chronomètre rouge du mémo vocal indiquait 18h42. Julien vous a dit que c'était moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant, ai-je affirmé. Ce n'était pas une question. Tali a levé les yeux. Son mascara avait bavé en 2 empreintes de pouces ressemblant à des ecchymoses sous ses yeux. Il a dit que votre système reproducteur était compromis. Il a dit que vous étiez profondément fragile à ce sujet et que s'il demandait le divorce pendant que vous subissiez des traitements, vous feriez une crise psychique. Il m'a dit qu'il attendait juste que votre thérapie se stabilise. J'ai ri. Ce n'était pas un rire amer. C'était le rire pur et non adultéré de quelqu'un qui regarde un magicien sortir un lapin mort d'un chapeau. L'audace architecturale de cet homme. Il avait construit un mensonge gigogne à double aveugle. À sa mère et à notre cercle social, il jouait le mari farouchement loyal protégeant sa femme stérile du jugement de la société. À sa maîtresse de 24 ans, il jouait le martyr tragique et auto-sacrifiant piégé dans un mariage avec une femme instable dont l'utérus brisé il était trop noble pour l'abandonner. Chaque couche était synthétique, mais empilée, elle formait une forteresse qui permettait à Julien Moreau de paraître un saint aux yeux de chaque femme qu'il fraudait. « Et vos rendez-vous chez l'obstétricien gynécologue ?» ai-je demandé, essuyant une larme de gaieté de mon œil, l'échographie morphologique des 20 semaines. A-t-il signé les formulaires d'admission? Il est venu à 2, murmura-t-elle, la tête baissée.
Il a dit que l'assurance responsabilité civile de son studio rendait difficile d'être listé sur les dossiers hospitaliers publics tant que le divorce n'était pas finalisé. Il a emporté les échographies. Il a dit que les garder chez moi était un risque de sécurité. Un risque de sécurité. Thalie, ai-je dit, me penchant en avant, ma voix perdant tout sarcasme. Regardez-moi. Si Julien Moreau avait réellement l'intention de me quitter pour vous, pourquoi ne m'a-t-il pas simplement assise à cet îlot de cuisine il y a 3 mois et dit qu'il voulait partir? Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas de bataille de garde d'enfants compliquée. Pourquoi vous envoyez, une femme enceinte de 7 mois, affronter une femme qu'il prétendait mentalement instable? La question a atterri comme un poids de plomb en plein centre de son sternum. Elle a figé parce que j'ai répondu pour elle. Il ne voulait pas de friction. Il voulait que vous fassiez la partie sale et criarde de la démolition pour qu'il puisse ensuite marcher dans les décombres avec les mains propres. Elle n'a pas protesté. Elle est restée assise, le menton rentré dans sa clavicule, ses épaules commençant à trembler par des spasmes rythmiques silencieux. C'était un son misérable et creux. Sortez votre téléphone, ai-je ordonné. Elle renifla, s'essuyant le nez avec le dos de son poignet. Pourquoi? Appelez-le tout de suite. Mettez-le sur haut-parleur. Dites-lui que vous êtes assise sur mon canapé. Dites-lui que je suis hystérique et demandez-lui quelle doit être votre prochaine étape. Elle regarda son sac comme s'il contenait des frelons vivants. Pendant 30 longues secondes, le seul son fut le bourdonnement du réfrigérateur. Puis, avec des doigts tremblants, elle dézippa son sac, sortit un iPhone avec un protecteur d'écran fissuré, et le déverrouilla. J'ai aperçu son écran de verrouillage. Une photo spontanée de Julien riant sur le toit d'un restaurant dans le Marais. Son contact était enregistré sous « Julien ». Elle composa le numéro. J'ai pointé un doigt vers l'écran. Elle a appuyé sur haut-parleur. La ligne a sonné 3 fois. Quand elle a cliqué pour s'ouvrir, la voix de Julien a rempli mon salon chaleureuse, pressée, portant cette familiarité désinvolte et confiante. Thalie. Salut, ma puce. Je sors de la salle de conférence. Tu lui as parlé? Elle a fait une scène? Thalie a fermé les yeux. Une nouvelle vague de larmes a jailli de ses paupières. Elle a pris une grande inspiration chancelante pour stabiliser ses cordes vocales. Julien, je suis là. Elle est vraiment bizarre. Bizarre comment? Son ton a baissé d'une octave, la chaleur s'évaporant instantanément en un agacement administratif aigu. Est-ce qu'elle menace d'appeler son père? Dis-lui de se calmer. Elle veut appeler un avocat, Julien, elle dit qu'elle va tout contester. Une courte pause du côté de Lyon. Puis Julien a laissé échapper un rire sec et dédaigneux. Quel essai! La France est un état de divorce sans faute stricte. La conduite de Thalie ne dicte pas la dissolution. Elle fait juste un caprice parce que sa fierté est blessée. Écoute-moi. Ne t'engage pas dans ces appâts émotionnels. L'hypothèque sur le loft de la rue des Archives est uniquement à mon nom. Le partage des biens matrimoniaux est standard, 50-50e. Si elle essaie de faire traîner la procédure, mon conseil l'enterrera sous les frais juridiques jusqu'à ce qu'elle signe le règlement standard. J'ai regardé le visage de Thalie. Le dernier fil microscopique de son fantasme romantique s'est brisé juste devant mes yeux. Julien, dit-elle, sa voix tombant dans un monotone mort et plat. Et le bébé? Que se passe-t-il quand elle est née? Nous en avons déjà parlé, a-t-il dit, son impatience maintenant entièrement démasquée. Une fois que l'enfant arrive, le récit social s'occupe de lui-même. Les gens verront le bébé et supposeront naturellement que notre mariage a pris fin parce qu'elle n'a pas pu me donner une famille. Cela préserve la réputation de mon cabinet auprès des clients du 16e arrondissement. Tu n'as qu'à tenir bon aujourd'hui. Je te virerai encore 3 000 € sur ton compte ce soir pour les meubles de la crèche. Julien, murmura Thalie. Aviez-vous vraiment l'intention de m'épouser? Le silence qui a suivi était si lourd qu'il semblait sous pression. Lorsque Julien a parlé à nouveau, sa voix était glaciale, dépouillée de la moindre once du mentor qui lui achetait des lattes au lait d'avoine. Thalie, ne pose pas de questions fastidieuses pendant que j'essaie d'obtenir un contrat de rendu numérique de 4 millions d'euros. Te souviens-tu de l'état de ton compte bancaire quand je t'ai tiré de cette galère? Je paie ton loyer. Je paie ta voiture. Sois intelligente. Rentre chez toi et laisse mon avocat s'occuper de Mathilde.
J'ai tendu la main sur la table basse et j'ai tapé l'icône rouge, fin d'appel, sur son écran. La ligne est devenue muette. Tali n'a pas crié. Elle n'a pas jeté son téléphone. Elle a simplement penché son front en avant jusqu'à ce qu'il repose sur ses genoux, a enroulé ses bras autour de sa tête et a commencé à sangloter avec l'agonie profonde et hyperventilée de quelqu'un dont toute la boussole interne venait d'être brisée par un marteau. Je ne lui ai pas offert de mouchoir. Je ne lui ai pas tapoté le dos. Il y a certains moments de profonde réévaluation humaine où offrir du réconfort n'est qu'un moyen bon marché de se sentir moins mal à l'aise. Au lieu de cela, je me suis levé, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai récupéré un bloc-notes. Quand je suis revenu, elle avait épuisé la partie violente de ses pleurs. Ouvrez votre WhatsApp, ai-je dit doucement. Exportez tout votre historique de conversation de 18 mois avec Julien vers mon adresse email. Ensuite, ouvrez votre application bancaire et faites une capture d'écran de chaque dépôt de loyer, virement de meubles et virement de copaiement médical qu'il vous a envoyé. Elle l'a fait sans un seul mot de protestation. Elle était assise comme un automate, ses doigts bougeant sur l'écran de verre, transmettant les reçus numériques de sa propre exploitation dans ma boîte de réception. Lorsque le dernier fichier a été transféré, elle s'est levée lentement, utilisant le bord du canapé pour soulever son ventre. Elle paraissait 10 ans plus âgée que la fille qui avait fanfaronné sur mon porche il y a 2 heures. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, s'est retournée et a exécuté une révérence raide et formelle. « Je suis désolé, Madame Moreau. »« Ne vous excusez pas auprès de moi, » ai-je dit, regardant la courbe serrée de sa robe d'été. « Allez dans une clinique indépendante demain matin et faites un bilan prénatal standard. Puis trouvez un avocat en droit de la famille qui ne doit pas une faveur à Julien Moreau. » Elle a hoché la tête une fois, a glissé hors de la porte et s'est dirigée vers l'ascenseur. Julien est rentré au loft à 21h15. Quand le pêne dormant en laiton a tourné. J'étais assise à la table à manger avec un seul verre de pinot noir. Sur la table en chêne blanc étaient disposés 3 objets distincts, l'imprimé du laboratoire embossé de Pitié-Salpêtrière, un iPad calé sur l'enregistrement audio de 18 minutes, et une pile soignée de captures d'écran WhatsApp imprimées et agrafées. Il est entré sentant le kérosène et le coûteux parfum Tom Ford, sa veste de costume bleu marine jetée négligemment sur une épaule. Il avait l'air fatigué, beau et tout à fait prêt à jouer le rôle de pourvoyeur de famille épuisé. « Salut ma puce », a-t-il appelé, retirant ses mocassins dans le foyer. Le vol a été retardé, nous sommes restés sur le tarmac à Roissy pendant 40 minutes. Tu ne croiras pas il s'est arrêté net au bord de l'îlot de cuisine, ses yeux fixés sur les 3 objets disposés sur la table pendant environ 5 secondes. L'architecte de studio qui pouvait charmer 500 000 € de provisions aux riches familles du 16e arrondissement a complètement disparu. Sa posture est devenue rigide. La couleur a fui sa mâchoire jusqu'à ce que l'ombre de 17 heures sur ses joues ressemble à de la suie. « Asseyez-vous, Julien », ai-je dit, prenant une gorgée de mon vin. Il ne s'est pas assis. Il a fait 2 pas vers la table, ses yeux dardant sur le logo de Pitié-Salpêtrière en haut de la page, et a instantanément déployé le réflexe classique du narcissique acculé, attaquer le protocole. « Tu as fouillé dans mon bureau privé. » Sa voix a monté sèchement et de manière accusatrice. « C'est une violation flagrante de ma vie privée, Mathilde. » Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement tendu la main et j'ai tapé l'icône de lecture sur l'iPad. Sa propre voix a rempli la cuisine au haut plafond. Une fois que l'enfant arrive, le récit social s'occupe de lui-même. Les gens verront le bébé et supposeront naturellement que notre mariage a pris fin parce qu'elle n'a pas pu me donner une famille. Cela préserve la réputation de mon cabinet. Le visage de Julien a subi une fascinante décomposition chromatique, passant du blanc pur à un rouge cramoisi furieux et marbré, pour finalement se fixer sur un gris cendré maladif. Quand l'audio s'est coupé, le loft était silencieux. « Mathilde », commença-t-il, sa voix tombant soudainement dans un registre haletant et désespéré alors qu'il s'effondrait sur la chaise en face de moi. « Tu ne comprends pas le coup psychologique. As-tu la moindre idée de ce que ça fait à un homme d'être assis dans une clinique stérile et d'entendre que son corps est une impasse ? Voir ma mère, voir nos amis acheter des poussettes, je me sentais comme une coquille vide. Je l'ai regardé par-dessus le bord de mon verre de vin. Alors, pour guérir votre angoisse existentielle, vous avez décidé d'externaliser l'humiliation publique à votre femme. J'allais te le dire, a-t-il plaidé, tendant la main sur la table pour me saisir la main. J'ai retiré ma main si vite que ses doigts ont claqué sur le chêne nu. Quand Ali m'a dit qu'elle était enceinte, mon cerveau a juste court-circuité.
Une partie de moi savait que la science disait que c'était impossible, mais une autre partie de moi pensait, et si le laboratoire s'était trompé? Et si c'était un miracle? Un miracle? Ai-je répété, ma voix tombant à zéro absolu. Vous n'avez pas exigé un test de paternité prénatale. Vous n'êtes pas allé faire un deuxième décompte à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous avez immédiatement calculé l'équité immobilière de ce loft et envoyé une fille enceinte pour servir de bouclier humain. Il a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam remontant violemment contre son col ajusté. Mathilde, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je la couperai demain. Je changerai de numéro. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Je me suis levé, je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti ma valise cabine d'Elsa préemballée. Julien a bondi de sa chaise, se précipitant à travers la pièce pour me serrer le poignet. Mathilde, ne fais pas ça. Tu sors par cette porte maintenant, et tu jettes 3 ans de notre vie pour une stupide erreur compliquée. J'ai baissé les yeux sur ces longs doigts d'architecte manucurés enroulés autour de ma peau. Les mêmes doigts qui avaient glissé une alliance en platine à ma main gauche. Les mêmes doigts qui traçaient le pont de mon nez pendant que je m'endormais. J'ai ressenti une vague de nausée accablante et profonde. De ma main libre, j'ai retiré ces doigts de mon poignet. Un doigt à la fois. Julien, ai-je dit, le regardant droit dans ses yeux bruns paniqués. Vous ne comprenez toujours pas. Que cette fille garde son bébé ou que votre cabinet survive à l'année fiscale, tout cela ne me concerne plus. Le fait est que je suis à jamais dégoûté par vous. J'ai attrapé la poignée de mes bagages et je suis sorti. Je ne suis pas allé chez mes parents à Saint-Malo cette nuit-là. Je ne voulais pas que ma mère me voie arriver à minuit, l'air d'une réfugiée d'une expérience domestique ratée. Au lieu de cela, je me suis enregistré dans un petit hôtel-boutique tranquille près de la bibliothèque Mazarine. La chambre était petite, donnant sur une ruelle de briques, où la lueur ambrée d'un lampadaire projetait de longues ombres squelettiques d'escaliers de secours à travers les lourds rideaux occultants. Mon téléphone a vibré continuellement sur la table de nuit jusqu'à 3 heures du matin. Julien a envoyé 42 messages. Le ton oscillait sauvagement. D'abord, des excuses frénétiques, puis des récits nostalgiques de notre voyage en Bretagne, puis des accusations amères et défensives selon lesquelles j'étais une puritaine impardonnable et froide qui abandonnait ses vœux de mariage au premier signe de faiblesse humaine. Son dernier message est arrivé à 4h12 du matin. Mathilde, vas-tu vraiment détruire ma vie pour ça? J'ai regardé les pixels Helvetica illuminés pendant longtemps. Puis j'ai tapé en retour, je n'ai pas détruit ta vie, Julien. J'ai juste arrêté d'être la personne qui la subventionnait. J'ai appuyé sur envoyer, bloqué son numéro, et me suis finalement endormi. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé scolaire et un Uber jusqu'à la rue de la Paix pour rencontrer Cassandra Dubois. Cassandra et moi avions partagé une chambre universitaire spartiate à la Sorbonne il y a 15 ans. Elle était maintenant associée junior dans l'un des cabinets d'avocats en droit de la famille les plus impitoyables de Paris. Elle était assise derrière son bureau en acajou, à écouter mon exposé de 20 minutes des faits, à examiner les fichiers WhatsApp imprimés, et à laisser échapper un long sifflement grave. C'est une catégorie spéciale de sociopathes, a-t-elle dit, tapotant son stylo Montblanc argenté contre le bureau. Maintenant, écoutez-moi attentivement, Mathilde. La France est un état de divorce sans faute stricte. Le tribunal de Paris se fiche éperdument que votre mari ait orchestré une théorie bizarre de conspiration sur l'infertilité. Cependant, elle s'est penchée sur le bureau, ses yeux brillants de la joie vive et prédatrice d'une avocate de haut vol. Julien Moreau est l'unique associé gérant d'un cabinet de design boutique dont la survie entière repose sur la bonne volonté sociale de riches bourgeoises du 16e avide de Potin. Si nous déposons une requête contestée standard, et que mon cabinet assigne à comparaître les comptes financiers de son studio lors de la découverte pour vérifier ses virements à sa maîtresse, tout ce récit deviendra un dossier public. Il perdra chaque offre résidentielle de Neuilly-sur-Seine à Versailles d'ici vendredi après-midi. Cassandra a souri. Nous n'irons pas au procès, Mathilde. Nous allons proposer à son conseil juridique un accord de règlement très discret et très accéléré. Vous prenez vos 50% de l'équité du loft de la rue des Archives. Vous prenez 100% de votre pension d'enseignant. Vous prenez votre moitié des économies liquides conjointes. Et il paie intégralement vos honoraires d'avocat pour s'assurer que ce fichier audio ne quitte jamais mon serveur crypté. 2 semaines plus tard, ma mère est venue de Bretagne. Quand elle est entrée dans ma chambre d'hôtel et a vu la valise d'Elsa ouverte, ses yeux se sont remplis de larmes.
Je me suis préparé à la stoïcité générationnelle du Midwest. Tous les hommes trébuchent. Ma chérie, tu dois protéger ton foyer, habituel. Au lieu de cela, ma mère a traversé le tapis, m'a enlacé le cou et m'a tiré la tête sur son épaule. Range tes pulls, Mathilde, a-t-elle murmuré férocement dans mes cheveux. Ton père a aéré la chambre d'amis. Ne reste jamais dans une maison en flammes juste pour tenir chaud aux voisins. Julien a signé l'accord de règlement 34 jours plus tard à la table de conférence de Cassandra. Il avait l'air vidé. Il avait perdu au moins 7 kilos. Le costume Tom Ford sur mesure lui pendait des épaules comme un manteau emprunté et ses yeux étaient cernés d'un épuisement rouge et colérique. Des rumeurs avaient déjà commencé à filtrer dans le milieu du design parisien. Thalie avait retenu son propre conseil juridique pour lui signifier une poursuite civile pour coercition financière et fausse déclaration frauduleuse. Deux grands promoteurs commerciaux avaient discrètement suspendu leur consultation de design avec son cabinet. Il était assis en face de la table en granit, tenant le stylo à billes au-dessus de la ligne de signature pendant près de 2 minutes. « Mathilde, dit-il doucement, sans lever les yeux. N'y a-t-il vraiment aucune version de l'avenir où nous parlons ? J'ai regardé l'homme qui avait autrefois été le centre de ma gravité. J'ai ressenti une étonnante et profonde immobilité dans ma poitrine. Il n'y avait plus de colère. Il n'y avait plus de chagrin. Il n'y avait que l'indifférence tranquille et libératrice de regarder une vieille photo d'annuaire de lycée de quelqu'un à côté de qui on s'asseyait en classe. Non, Julien, ai-je dit. Signez le document. Il a baissé la tête et a traîné l'encre sur la page. J'ai passé les 4 mois suivants à vivre dans ma vieille chambre d'enfant à Saint-Malo. Le rythme de la ville était délicieusement lent. Je me levais à 7 heures, buvais du café filtre dans de lourdes tasses de café chez mes parents, et marchais le long du rivage gelé de la Manche, regardant les vagues grises de l'hiver se briser contre les rochers du brise-lames. Fin novembre, mon téléphone a vibré avec un indicatif régional inconnu de Paris. C'était un message de Thalie. Elle avait joint une photographie d'un minuscule nourrisson au visage rouge dormant dans un berceau d'hôpital transparent, enveloppé dans une couverture rayée standard. Elle pesait 3,29 kg. Le message disait « J'ai suivi votre conseil. J'ai retrouvé le véritable père biologique et un ancien petit ami de ma ville natale. Nous avons fait le prélèvement ADN à la clinique. Il a signé l'acte de naissance hier et nous établissons un accord formel de coparentalité. Je n'ai pas parlé à Julien Moreau depuis le jour où j'ai quitté votre Porsche. » Une seconde bulle est apparue un instant plus tard. Merci de ne pas avoir détruit ma vie ce mardi-là, Madame Moreau. Je me tenais sur le quai de Saint-Malo, regardant le soleil d'hiver lutter à travers la couverture nuageuse au-dessus du lac. J'ai répondu, ne gagez plus jamais votre avenir sur la promesse d'un homme, Thalie. Élevez votre fille pour qu'elle soit courageuse. 3 ans plus tard, par un après-midi doux de début mai, j'étais devant l'entrée principale du lycée d'élite de Saint-Germain-des-Prés, où j'enseignais maintenant la littérature en terminale. La cloche venait de sonner. La cour était une mer chaotique et magnifique d'adolescents se répandant sur les trottoirs, riant, criant et jetant leurs sacs à dos sur leurs épaules. J'étais appuyé contre le mur de briques, vérifiant mes emails quand j'ai entendu une petite voix hésitante. Mademoiselle Calistée. J'ai levé les yeux. À 3 mètres se tenait Thalie. Ses cheveux platines avaient disparu, remplacés par un élégant carré châtain naturel. Elle portait une chemise blanche en lin impeccable, un jean taille haute ajusté et des mocassins en cuir pratique. Sa peau semblait lumineuse, claire et remarquablement sereine. Tenant sa main droite se trouvait une petite fille d'environ 2 ans et demi, vêtue d'une robe d'été jaune vif et arborant 2 couettes de tout petits en désordre. Son visage était maculé des résidus violets et collants d'une sucette au raisin. Thalie a souri d'une expression chaleureuse et sincère qui atteignait les coins de ses yeux. « Je pensais que c'était vous. » La petite fille a penché la tête en arrière, plissant les yeux vers moi contre l'éclat printanier. « Maman, qui c'est ?» Thalie s'est accroupie sur le béton, utilisant une lingette humide de son sac pour nettoyer le jus de raisin du menton de sa fille. C'est une très merveilleuse maîtresse que maman connaissait. Maya. La petite fille a cligné de ses grands yeux bruns vers moi et m'a offert un timide et collant salut. « Bonjour maîtresse. » J'ai souri, m'accroupissant pour être à sa hauteur. « Bonjour Maya. C'est une très excellente robe d'été que tu portes. » Thalie s'est relevée, me regardant droit dans les yeux.
Je voulais juste vous dire que je travaille maintenant comme coordinatrice de projet senior pour un entrepreneur général commercial à Canal Saint-Martin. J'ai mon propre appartement de 2 pièces. Il est étroit et la crèche coûte les yeux de la tête, mais je paie mes propres factures, chaque centime. Je suis vraiment contente de l'apprendre, Tali, ai-je dit. Et je l'étais sincèrement. La petite fille a tiré violemment la main de sa mère, réclamant un détour par les balançoires du parc voisin. Tali a ri, s'est laissée entraîner en arrière sur le trottoir, et m'a offert une dernière vague de remerciements avant qu'elle ne disparaisse au coin de l'avenue de Wagram. Ce soir-là, j'ai monté les 3 étages jusqu'à mon propre appartement, un lumineux F2 de 65 mètres carrés à Montmartre. Il n'avait pas de plafond de 6 mètres ou de placards italiens sur mesure, mais les parquets en chêne étaient les miens, les bibliothèques vintage étaient les miennes, et le silence m'appartenait entièrement. Sur le petit balcon en fer forgé, la bouture de la rose nuit d'encre que j'avais récupérée de l'ancien loft 3 ans plus tôt était dans un nouveau pot en terre cuite. Pendant les 2 premiers hivers, elle avait semblé entièrement morte, juste un bâton épineux noirci refusant de céder. Mais alors que le crépuscule parisien s'installait sur le quartier, j'ai remarqué quelque chose près de la couronne de la tige principale. Là, éclatant à travers l'écorce rugueuse, se trouvait un seul bourgeon parfait, d'un velours cramoisi profond, déployant ses tout premiers pétales dans l'air du soir. J'ai plongé la main dans ma poche pour mes sécateurs, pensant le couper pour le déposer dans un vase en verre sur ma table de chevet, mais mon doigt s'est arrêté à 1 pouce de la tige. Laissez-le là où il est, ai-je pensé. Quand la chaleur de juillet frappera, il supportera la chaleur. Quand les orages doux rouleront sur la Seine, il boira la pluie. Il n'avait pas besoin d'être coupé de sa racine juste pour prouver à quelqu'un assis dans un salon qu'il était capable d'être beau. Je suis rentré, me suis versé une tasse de thé à la menthe fumante en céramique, et je me suis assise à mon bureau pour corriger les essais finaux de mes élèves, regardant la pleine lune printanière se lever lentement sur les toits de la ville, brillante, ronde et remarquablement silencieuse.